dans le cadre de Convergence. Convergence que je connais quasiment depuis sa création, puisque j'étais administrateur de Convergence jusqu'à une date relativement récente. Donc, vous avez peut-être assisté à la soirée hier. Et moi, il y a une chose que j'ai bien aimée dans la soirée, c'est que on a commencé par faire bouger les gens. Et comme l'engagement, c'est faire bouger les gens, ben, je vais vous faire un petit peu bouger avec 3 questions. La première question, c'est qui trouve que nous vivons dans le meilleur des mondes, au sens non pas de Huxley, mais au sens de Leibniz ou de Voltaire, évidemment, hein, donc, quand on dit nous vivons. Alors, personne ne lève la main. Donc, il y a eu une main. Oui, merci, pardon. Il y a 2 mains. Il y a 2 mains. Donc, j'ai pas dit le meilleur des mondes possible. Hein, j'ai dit le meilleur des mondes. Donc, il y a eu 2 mains. C'est bien. Bravo d'avoir levé la main. Deuxième question, c'est qui n'a pas envie, de changer le monde tel qu'il est. Donc nous sommes à l'unanimité, nous sommes d'accord, nous avons tous envie de changer le monde, vous êtes tous des acteurs de changement. Ah pardon. Cette réponse de ta part m'étonne, mais enfin bon. Troisième question, qui sait précisément comment est-ce qu'on peut faire pour changer le monde? Quelle est la méthode? Je vois que personne n'a envie d'être interrogé. Ben, c'est très bien parce que nous allons parler aujourd'hui, non pas de l'objectif de changer le monde, mais nous allons parler de la méthode. Comment on s'y prend, en particulier quand on est une entreprise sociale, une organisation sociale, mais aussi pour une grande entreprise, comment on s'y prend pour changer le monde. Et nous avons un magnifique panel sur ce sujet. Donc moi, en tant que metteur en scène, j'ai la chance d'avoir 5 acteurs de très très grande qualité. Alors ça c'est la gauche, oui, de la gauche pour vous, de la droite pour moi. Donc de la gauche à la droite, Jean-Baptiste Le Sort, qui est un ingénieur néanmoins aussi ingénieux, qui, après avoir été directeur d'une école d'ingénieurs, maintenant rejoint en tant que bénévole Habitat Humanisme, où il est le responsable du pôle innovation qui a été créé très récemment. Ensuite, nous avons Elisabetta Bucolo, qui est un peu notre sociologue de service, enfin, qui observe nos organisations comme un entomologiste regarde un papillon, donc prof à Sciences Po, prof au CNAM, etc. Donc toute la légitimité, spécialiste des entreprises sociales et de l'innovation sociale. Marielle Delhomme, donc, qui travaille chez AG2R La Mondiale, donc assurance, protection des personnes, enfin un des plus grands groupes en matière de protection sociale, et donc qui est dans l'innovation dans le monde de l'assurance, avec la création du fonds d'innovation qui a été créé, je crois, il y a maintenant une dizaine d'années, donc chez AG2R La Mondiale. C'est un peu long à dire, hein, AG2R La Mondiale. Nous avons un financier intrapreneur, Christophe Pauline, que je connais depuis des années. Christophe Pauline, qui après avoir été, comme moi, un financier classique, a découvert la lumière et s'est lancé pour changer le monde par la finance, et donc qui est chez Schneider Electric, donc le responsable de l'impact investing et des fonds solidaires. Il va nous expliquer de quoi il s'agit. Et enfin, last but not least, Johanny Leclerc, donc juste à ma droite, à votre gauche, qui est donc chez Suez Environnement, donc une actrice de changement à la direction de la RSE, donc en charge de tout ce qui est sujet d'impact, mais qui est aussi, elle nous expliquera de quoi il s'agit, spécialiste de design thinking. Alors pour lancer les choses, pour nous mettre en jambes, nous avons demandé à notre stagiaire, Mia, qui est là, de demander à ses copains et aux copains de ses copains comment les jeunes voient l'innovation sociale et environnementale. Et donc, Mia, si tu peux lancer le film, s'il te plaît.
Je vous rassure, hein, ça ne dure pas 45 minutes. Sociale et environnementale, comment aller plus loin ensemble? Aujourd'hui, les solutions qui relèvent de l'innovation sociale ne peuvent pas être pensées sans une part d'innovation environnementale et inversement. Elles doivent prendre en compte ces deux enjeux de manière complémentaire pour que la société de demain soit à la fois plus respectueuse de l'environnement et davantage à l'écoute de l'ensemble de ses membres. Ce sont des innovations qui permettent d'améliorer le quotidien des plus démunis et d'enrayer le réchauffement climatique. La transition écologique et sociale est l'affaire de tous et doit être abordée de façon très transverse dans les organisations. L'innovation sociale, c'est pour moi un moyen de prendre en main les enjeux de nos sociétés et d'y apporter des solutions. Pour moi, l'innovation sociale et environnementale des organisations doit s'inscrire dans leur stratégie pour gagner un impact et ancrer le développement durable au cœur du système. Les différentes actions RSE ne doivent pas seulement être utilisées pour communiquer. L'innovation sociale permet de répondre à de nombreux enjeux. Pour être réellement efficace au sein des entreprises, je pense qu'elle doit être déclinée en différents pôles d'expertise, voire être réalisée de manière opérationnelle dans les meilleures conditions. La politique RSO est essentielle, mais elle ne doit pas être homogène à tous les secteurs d'activité. Il faut réussir à la personnaliser pour qu'elle puisse s'adapter à chaque enjeu. Et vous, qu'en pensez-vous? Comme je vous l'ai dit, c'était court. Alors, qu'en pensez-vous? On vous demandera tout à l'heure ce que vous en pensez, mais on va quand même d'abord laisser parler nos experts, nos spécialistes. Et on va commencer par faire un premier tour de table. Alors, on va avoir une chose un objectif très difficile, c'est de réussir à s'exprimer chacun en 3 minutes. Si vous faites moins, ça sera bien. Alors, premier tour de table. Vos expériences et des exemples à partir de votre vie personnelle ou professionnelle. Pour vous, c'est quoi l'innovation sociale et environnementale? Et je vais commencer avec Marielle, par exemple. Merci Emmanuel. Juste dire quand même que AG2R, tu l'as dit, c'est un groupe de protection sociale, mais qu'on est 200 collaborateurs dans ce groupe de 11 000, on couvre tout le territoire, donc 200, une équipe au national de 50 personnes, le reste en région, pour mener des actions sociales. Au niveau national, c'est là où on a le département innovation, et c'est dans ce département qu'il y a 10 ans, on s'est dit il fallait qu'on se remette en question, on faisait du saupoudrage, on avait à inventer autre chose. On a travaillé en s'appuyant sur les recherches du laboratoire Le Rameau, et on a travaillé ensemble pendant 8 ans pour créer un nouveau projet au bénéfice de nos partenaires. On en a quand même 600 à peu près par an, structures associatives essentiellement que l'on soutient dans leurs différents projets. Donc comment finalement innover, comment être plus pertinent surtout auprès d'eux. Donc il y avait beaucoup d'écoute de leurs besoins, et on a structuré notre projet qu'on a appelé le Fonds d'innovation. Je vous en dis pas plus parce qu'en fait on a fait notre retour d'expérience, et on a posé les principaux enseignements dans un guide. Je vous le montre là, il fait 120 pages. Il fait son petit poids parce qu'on l'a fait sur du papier minéral, comme ça c'est indéchirable. Si vous le voulez, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. J'en ai encore des exemplaires, je peux les envoyer, ou sinon un lien pour le regarder en dématérialisé. Voilà, ça c'était quand même une sacrée étape pour nous, d'une décennie quasiment, pour faire bouger les choses dans un groupe de protection sociale et le partager. Et puis, depuis quelques 3-4 ans, on travaille la suite. Et donc, on a raccourci le fonds d'innovation, on l'appelle Fonds I, notre nouveau projet aujourd'hui. Et on en parlera après, mais il est beaucoup plus collectif. Je vous fais que du teasing aujourd'hui. AG2R travaille avec la Banque des Territoires, avec les fondations Carasso, Caritas, également le ministère de la Vie associative, et on a capitalisé évidemment sur tout ce que l'on avait appris, tout ce qui était aussi demandé par nos partenaires pour pouvoir proposer sur ces années 2020-2030 encore une solution, une innovation pertinente pour accompagner les structures les plus matures qui proposent aujourd'hui des réponses aux besoins sociaux.
Merci d'avoir fait court. Je vais passer le micro à Christophe pour nous dire chez Schneider, l'innovation sociale et environnementale, c'est quoi? Vous êtes sur les deux secteurs, à la fois le social et l'environnemental. Tout à fait. Alors, on a le même âge que Marielle, c'est-à-dire 10 ans. Il y a un petit peu plus de 10 ans, Schneider Electric, dans le cadre de sa responsabilité sociale, a lancé un programme qui visait à favoriser l'accès à l'électricité. Et il y a 10 ans, c'était une vraie problématique. Il y a 10 ans, il y avait plus d'1,2 milliard de personnes qui n'avaient pas accès à l'électricité. Et dans le cadre de ce programme, qui était porté par la volonté du PDG de Schneider, l'électricité, parce que c'est quelque chose qui n'est pas immédiat. Donc il y a tout un volet du programme qui visait à former les gens au métier d'électricien. Et puis il faut financer. Et personne ne savait ce que ça voulait dire, faut financer. Donc on a lancé un fonds d'investissement. On s'est dit, bon, on va faire un fonds d'investissement. Quand on l'a lancé, on ne savait pas ce qu'on faisait. On ne savait pas si on ferait de la microfinance pour que les gens puissent acheter des lampes, si on ne savait pas si on ferait du prêt, on ne savait rien. Mais on a démarré. Et donc, on a créé ce fonds, d'abord dédié à l'accès à l'électricité, et puis ensuite, pour des raisons techniques qui se sont avérées une contrainte porteuse de progrès, aussi dédié à la France dans le cadre de la précarité énergétique. Et on a commencé à chercher des startups, et on a rencontré plein d'innovations. On a rencontré des gens qui font du logement social dans des maisons dont rêvent tous les bobos. On a rencontré des gens qui font du crowdfunding, qui était il y a 10 ans, qui étaient les premiers à mettre le crowdfunding au service de l'accès à l'électricité. On a rencontré les gens qui ont inventé le système de pay as you go. Comment est-ce qu'on peut payer à quelque chose qui vaut 300-400 $ sur 3-4 ans. Donc voilà. Donc on a rencontré plein de gens qui avaient plein d'idées d'innovation qui étaient à la fois techno et sociales. Et puis le dernier point sur lequel on s'est rendu compte après coup qu'on avait été innovant, on se rend compte souvent après coup, c'est qu'on a essayé d'ancrer ce fonds dans le cœur de Schneider. Donc on n'investit que dans des entreprises où les gens de Schneider peuvent se reconnaître. Ce n'est pas les métiers de Schneider, mais on est autour de l'énergie, on est autour de l'efficacité énergétique. Quand on parle de ça, les gens de Schneider comprennent. Et puis, les gens de Schneider ont accès à ce fonds par le biais de l'épargne salariale, et ils ont accès aux entreprises du fonds par le biais de systèmes de volontariat. C'est-à-dire qu'un employé de Schneider qui veut aller passer 15 jours à soutenir une entreprise du fonds, c'est possible, il sera accompagné par l'entreprise. Merci Christophe. Je vais passer la parole à Joanny, qui a également une expérience sociale et aussi environnementale, parce que Suez Environnement, c'est quand même d'abord de l'environnement. C'est ça. Merci beaucoup Emmanuel. Suez, pour ceux qui ne savent pas, c'est de l'eau et des déchets. C'est deux sujets qui sont très très ancrés dans des pratiques qui sont parfois très intimes, très quotidiennes et qui englobent tout un tas d'acteurs sur les territoires. Donc moi, Joanny, j'ai fait 8 ans de conseil avant de rejoindre Suez il y a 10 ans pour accompagner en fait la compréhension des écosystèmes locaux, le dialogue avec les parties prenantes et derrière minimiser l'impact négatif et maximiser surtout l'impact positif que peuvent avoir nos projets chez Suez dans le domaine de l'eau et des déchets sur les territoires. Et concrètement, on avait des problématiques très très opérationnelles à résoudre dans des contextes pas évidents de grande précarité, comme par exemple apporter de l'eau ou des services d'assainissement dans des bidonvilles, travailler avec des chiffonniers sur des décharges quand on avait à gérer les déchets d'une collectivité du Sud, tout en essayant de ne pas justement détruire cette économie informelle qui fait vivre aussi beaucoup de gens localement. Donc des problématiques plutôt piochées dans les pays du Sud, mais avec un savoir-faire qui était tout à fait importable dans nos territoires, parce que déjà la grande précarité hydrique existe aussi au cœur de nos territoires, que dans le domaine des déchets, on peut imaginer énormément de solutions et de filières aujourd'hui pour aller vers davantage d'économie circulaire avec une plus forte valeur ajoutée sociale. Et donc mon rôle à moi, c'est ça, au sein de Suez, d'appuyer les filiales et les équipes, des fonctions support, ça peut être les achats,
les RH, l'innovation bien sûr, le marketing, dans déjà la compréhension des parties prenantes, leur intégration au processus d'innovation et via le design thinking, j'y reviendrai, pour proposer des solutions à forte valeur ajoutée sociale et environnementale. Bien sûr. Merci beaucoup. Elisabetta, pour toi, avec ton expérience de sociologue, Sciences Po, le CNAM, etc., l'innovation sociale et environnementale, c'est quoi? En fait, dans le cadre du Master 2 en économie sociale et solidaire que je dirige, la question se pose pour moi, n'est pas seulement celle d'expliciter la notion d'innovation sociale, mais aussi d'avoir un enseignement qui soit en phase avec les concepts lui-même. C'est-à-dire que finalement, si on prend la notion en tant que telle, on peut considérer que l'innovation sociale, c'est une action intentionnelle qui est portée par un groupe d'acteurs et qui a comme visée celle d'apporter des changements au niveau de l'organisation, des modes de mobilisation de partenariats, voire d'intégration des publics à la définition d'un projet. Mais cette interprétation très large fait que finalement on se rend compte que selon les émetteurs qui se l'approprient, cette notion peut avoir des facettes un peu différentes, que ce soit les pouvoirs publics, la société civile, les entreprises qu'on vient d'entendre. Tous ont tendance à parler d'innovation sociale, les pouvoirs publics, mais d'une façon différente. Donc, avec les étudiants, il faut clarifier en fait cette différence d'interprétation et solliciter chez eux un esprit critique qui leur permette d'identifier aussi comment ces émetteurs interprètent et portent ces interprétations, y compris la mienne. Et donc, j'ai mis en place une méthode qui est inspirée de la méthode de la controverse de Bruno Latour, justement en Sciences Po, qui permet aux étudiants de se sentir libres de débattre, de remettre en question et d'avoir surtout une approche critique, y compris par rapport à celle qui peut être mon interprétation de l'innovation sociale. Dans ce sens, je pense qu'on est en phase avec ce que porte l'innovation sociale, c'est-à-dire une idée de transformation démocratique. Et quand on dit démocratique, on dit capacité de discuter, de parler, de se confronter, parce qu'on peut avoir deux approches, l'une plus pragmatique, c'est-à-dire une innovation sociale qui répond tout simplement à des besoins sociaux, mais une autre qui est plus transformationniste, qui pose les questions plus systémiques. Et donc, j'espère apporter, au travers de cette méthode, aux étudiants la capacité de se sentir plus visionnaires dans cette capacité de transformation pour demain qui nous sert tous et toutes. Merci Elisabetta. Alors Jean-Baptiste, chez Habitat Humanisme, c'est quoi le pôle innovation que tu diriges depuis 6 mois maintenant? Alors notre métier d'association, c'est de déployer, d'expérimenter et d'innover sur toute une série de solutions d'hébergement, de logement, de populations les plus démunies, avec un ensemble de populations et des branches un peu plus spécialisées du mouvement vers les populations âgées à faibles ressources, avec par exemple un réseau d'une 40aine d'EHPAD, mais aussi des populations en situation d'urgence, des réfugiés, et puis plus généralement de développer des solutions un peu innovantes de logement, d'hébergement, des pensions de famille, des résidences intergénérationnelles qui mélangent un tout petit peu les générations et qui les font vivre ensemble, et avec des spécificités qui sont le choix d'implanter les résidences, etc., plutôt dans des quartiers équilibrés, avec cette idée de la mixité sociale qui est un peu un de nos mots d'ordre finalement, le fait que systématiquement il y a des formes d'accompagnement des personnes qui sont logées ou hébergées, le fait que opérateurs de logement, d'habitants, etc., Habitat Humanisme mobilise un certain nombre d'instruments et d'instruments financiers à travers la finance solidaire, à travers la mobilisation de propriétaires solidaires qui mettent leur logement à disposition du mouvement, et puis à travers des montages financiers de différentes natures, dont la foncière d'Habitat Humanisme et l'opérateur. Et puis, opérateur de logement et d'habitat avec un parc immobilier relativement conséquent, eh bien, Habitat Humanisme s'est intéressé depuis un certain temps à la question énergétique notamment. C'est par là qu'on a abordé les questions de transition environnementale. C'est à travers la question énergétique de différentes natures. C'est comment faire, par exemple, pour appliquer les réglementations et les nouvelles réglementations énergétiques tout en gardant des coûts de logement, des loyers compatibles avec les populations qui sont logées, qui ont effectivement peu
peu de moyens, la maîtrise des coûts, et puis aussi la sensibilisation, la formation des uns et des autres à la question de l'énergie. Voilà. Et puis notre pôle, mais j'en reparlerai tout à l'heure, eh bien, il vient là-dedans pour essayer de doper finalement, d'organiser, de pousser l'innovation, qu'elle soit technique, sociale, environnementale, mais j'y reviendrai. Voilà, merci. Merci. On va passer à notre deuxième tour de table sur le cœur du sujet, c'est-à-dire quelle est la méthode. La méthode en matière de gouvernance, en matière de management, en matière de financement de l'innovation. Et on va commencer par une approche scientifique. On va demander à Elisabetta, en matière de processus, le processus d'innovation dans une entreprise sociale, ça se passe comment? Alors, moi, je dirais que de par les recherches qu'on fait sur l'innovation sociale et environnementale maintenant, on voit bien qu'il y a des organisations, moi je travaille en particulier avec les associations et les acteurs de l'ESS, en fait, il y a des organisations qui sont facilitatrices d'innovation sociale parce qu'elles ont des mécanismes, par exemple, de management qui permettent les soutiens, en fait, de la création des groupes de parole, d'expression des professionnels, voire des publics qu'elles accueillent, parce qu'elles ont une culture aussi de projet et d'autres qui sont plus routinières, plus figées, en fait, et dans lesquelles plus difficilement les innovations émergent. Pourquoi cette difficulté? Parce qu'en fait, l'innovation, il faut la penser justement comme un processus à différentes étapes, durant lesquelles il y a trois caractéristiques, en fait. Il y a une dimension collective très forte, une dimension de confrontation, de débat, et une dimension de temps long. Donc, en termes collectifs, ça veut dire que quand on porte une innovation, certes, c'est une personne, deux personnes, on dit l'entrepreneur, la personne qui a l'idée, mais immédiatement, on observe qu'elle doit s'entourer d'un groupe, d'un premier cercle qui vient se confronter, amender les projets, adhérer à cette idée initiale. Donc, cette dimension collective. Dans les collectifs, qu'est-ce qui se passe? On a souvent une idée très pacifiée de l'innovation. Quand on parle d'innovation, c'est comme si on fait du bien, c'est forcément bien. En fait, quand on observe, les innovations amènent des changements, des règles, des normes, d'un certain nombre de référentiels collectifs entre les personnes qui sautent du fait du changement. Et donc, ça donne lieu plutôt à des résistances, à des confrontations, à des controverses, qui peuvent être salutaires à condition d'avoir un système de management qui arrive à les cadrer, à cadrer ces débats et à les porter. Et enfin, la troisième dimension, c'est celle du temps long de ce processus, parce qu'en fait, il y a l'émergence, il y a l'expérimentation, il y a le fait que ça se diffuse. Donc, il y a tout un processus qui est extrêmement long, de phases successives, qui souvent ne vont pas avec les phases et les temps d'une organisation qui doit aller vite, qui doit être productive et efficiente. Donc ça coince et ça peut se passer là où il y a un management qui comprend, qui prend en compte aussi ces différentiels et qui les intègre en fait de l'accompagnement de ces professionnels et de ces équipes en général. Jean-Baptiste, on est d'accord sur le temps long, mais comment est-ce qu'on peut accélérer le temps dans une entreprise sociale qui est aussi dans le temps long? Alors, Habitat Humanisme a quelques particularités par rapport à ça. C'est un mouvement qui a l'innovation dans ses gènes d'une certaine façon et qui, depuis sa création, ça fait longtemps déjà, est profondément innovant dans les solutions qu'il invente, dans les méthodes qu'il invente, par exemple dans les méthodes financières qu'il invente, les innovations financières, etc. Mais du coup, ça rend les choses un petit peu complexes à gérer parce que c'est un mouvement fédéral, avec une cinquantaine d'associations, avec des bénévoles, des salariés, avec un réseau de propriétaires solidaires, avec les locataires, les résidents, etc. Donc ça fait beaucoup de monde. Et c'est assez difficile à la fois de gérer tout ça, de faire circuler l'information, de la diffuser, de capitaliser aussi ce qui se fait un petit peu partout et ce qui se fait notamment dans le domaine de l'innovation. Et c'est précisément le sens de la création du pôle recherche et innovation que nous avons créé au début de cette année, qui consiste à essayer de capitaliser, rediffuser la connaissance, les méthodes, les exemples et les réalisations en matière d'innovation, accompagner aussi l'innovation, et puis maintenir le lien aussi avec le monde académique, qui est aussi le porteur de l'innovation. Et ceci se traduit notamment
puisque Habitat Humanisme a adopté sa stratégie HH 2025 au printemps dernier. Et bien, sur les 11 priorités qu'il y a dans cette stratégie, il y en a deux. Il y en a une qui s'appelle le développement de solutions innovantes, ça c'est nous, c'est le pôle recherche-innovation. Et puis la deuxième qui est la transition écologique, sur laquelle je reviendrai, mais qui est aussi un truc majeur. J'ai évoqué la question énergétique tout à l'heure, mais l'idée est aussi de généraliser et de faire finalement prendre le tournant de la prise en compte de l'ensemble des 17 objectifs du développement durable dans un mouvement qui, depuis très longtemps, prend en compte de façon très directe la partie sociale et sociétale de ces objectifs, mais peut-être un petit peu moins la partie environnementale. Merci. Et concrètement, je me tourne vers nos financiers ici présents, concrètement, on finance comment tout ça, Marielle? Enfin, l'histoire du fonds chez AG2R La Mondiale, c'était quand même une grande aventure. Oui, et surtout, une question difficile, le financement de l'innovation. On a eu de la chance chez AG2R, on a eu un budget dédié et conséquent, 32 millions d'euros, c'était quand même pas rien. On s'était dit, on va en 3 ans faire un effet boost aux partenaires qu'on avait choisis. Il n'y a pas eu d'appel à projet. Hein. Je vous ai dit, on en avait 600, donc on savait qui on voulait potentiellement booster et soutenir. Et en fait, 3 ans, on a mis 8 ans, quoi. Et donc, on a intégré ça. Le temps long dont parlait Elisabetta s'applique à l'innovation sociale et encore plus, je dirais, sur la thématique habitat. On a travaillé, on s'y est pris par 2 fois avec Habitat Humanisme, parce que quand on est allé les détecter, quand leur a dit on voudrait répondre à finalement quelque chose qui soit réellement nouveau dans votre mouvement, il a fallu travailler 2 dossiers avant qu'on se dise là on est raccord et on va booster en effet cette innovation de faire cohabiter des étudiants dans le secteur médico-social avec des personnes âgées et de nous finalement financer tout ce qui est lié à l'animation et qui fait que cette cohabitation-là marche bien. Et donc, chemin faisant, on a pu aussi se remettre en question. On ne faisait pas ça que par subvention, alors qu'au départ, c'était notre idée d'arriver avec ça. On a proposé déjà de l'accompagnement, on a financé de l'accompagnement, et puis ouvrir les réseaux. On est nombreux en France, voilà, puisque l'objectif du projet, c'est de le déployer sur 5 sites en France. Et de mesurer les résultats, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Mais on a aussi réussi à convaincre nos administrateurs que dans le cadre d'un projet d'habitat aussi complexe que celui que l'on menait avec Habitat Humanisme, il fallait y aller fortement et on a investi 1,6 million dans la foncière. Voilà une façon de répondre en chemin finalement à ce qui s'est dégagé des études que nous avions menées ensemble pour répondre à un besoin qui était très émergent chez Habitat et Humanisme. Et nous, on est resté en tant que financeur suffisamment souple pour pouvoir intégrer ces besoins-là. Donc ça, c'est aussi une manière en fait de financer l'innovation. Mais pour ça, de notre côté, il faut convaincre. On est administratif. J'ai dépassé mon temps. Ah, c'est toi qui t'es mis. Et donc, non, j'ai pas mis de. Voilà, c'est moi, c'est moi. Je m'auto-censure. Auto-censuré. Je t'accorde 15 secondes. Et je me suis perdue du coup. On peut enchaîner. Hein, voilà, on peut enchaîner. Bon, on va enchaîner sur Christophe. J'y reviendrai. Bon, Christophe, du rêve social à la réalité de l'entreprise, et il y a le tableur Excel. Donc, comment est-ce qu'on fait entrer un projet social dans le tableur Excel pour un financier? C'est pas toujours facile, surtout que nous, on parle de fonds d'investissement. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 temps. On va avoir le temps où on va chercher de l'argent. On va avoir le temps où on va investir cet argent avec l'objectif de ne pas en perdre. Et puis, il va y avoir le temps où il va falloir le rendre, l'argent. Donc, ces 3 moments-là, dans l'économie sociale, sont particuliers. Chercher de l'argent, ce n'est pas le plus compliqué. Il y a des gens, comme par exemple la madame à ma droite, qui ont des poches profondes. Par
Par contre, il faut trouver la bonne méthode pour les convaincre. Il faut monter la bonne structure juridique pour les rassurer. Il faut trouver leur prouver qu'on est capable d'investir intelligemment l'argent et qu'on sera un jour capable de leur rendre. Le deuxième temps, c'est notre cœur de métier. C'est la partie la plus, j'allais dire la plus intéressante. Non, parce que tout est intéressant. Mais la plus spécifique, c'est le temps où il va falloir qu'on trouve les entreprises sociales, qu'on trouve le mode de financement dont elles ont besoin, qu'on discute avec elles pour savoir de combien elles ont besoin, comment elles en ont besoin, qu'est-ce qu'elles vont faire de cet argent. Donc toute cette partie-là, elle est très spécifique, et dans l'entreprise sociale, elle vient avec un fort accompagnement. Je rejoins tout à fait Marielle. C'est pas du tout une situation où on va faire un chèque, on s'en va et on revient dans 5 ans. C'est une situation où on construit ensemble un projet, on le finance petit à petit avec des partenaires, on n'est jamais investisseur tout seul, et dans un temps long, entre 7 et 10 ans, on essaiera de voir ensemble comment l'entreprise peut se passer de notre argent. Et le troisième temps, qui au bout de 10 ans, je touche du bois, pas encore arrivé, il y a un moment où il faut rendre l'argent. Et là c'est le moment le plus compliqué, parce que, je suis désolé d'être un peu technique, mais dans la finance solidaire, le gros problème auquel on fait tous face, c'est la liquidité. C'est comment nos investissements dans des entreprises, on peut les transmettre à d'autres investisseurs, comment ces entreprises peuvent rembourser leurs premiers investisseurs. Et toutes ces questions-là, elles restent encore très largement ouvertes, et c'est une question qui n'est pas, à ma connaissance, qui n'est pas encore tout à fait résolue. Merci Christophe. Sur la méthode, qu'est-ce que la recherche académique peut nous apporter, et quelles sont les méthodes d'incubation? Je me tourne à nouveau vers Elisabetta pour l'approche académique. Alors, qu'est-ce que la recherche académique apporte à l'innovation sociale? Déjà, l'innovation sociale, pour la sociologue de service que je suis, c'est intéressant parce que les sociologues travaillent sur les changements. Donc, les innovations sociales, ce sont des micro-changements qui sont intéressants à étudier. Ça permet de proposer des typologies, de regarder les caractéristiques d'émergence, comment les acteurs interagissent entre eux, et ainsi de suite. Donc, il y a un champ très vaste de travail autour des innovations sociales. Après, moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi un côté pratique, c'est-à-dire que Norbert Alter disait une innovation, c'est une expérimentation qui a pu diffuser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut expérimenter, mais il faut que cette expérimentation sorte des espaces dans lesquels elle a émergé pour aller ailleurs, s'implanter dans d'autres lieux, être appropriée par d'autres acteurs. Et là, c'est intéressant le rôle de la recherche académique, parce que les chercheurs participent en fait de cette diffusion. Ce sont les acteurs, ce sont ceux qui viennent vous regarder qu'est-ce qui se fait, et raisonner avec vous sur comment ça se met en place. Et en faisant cela, ça participe justement de la diffusion. Donc ça, c'est les côtés, effectivement, utilité pour les innovations que la recherche peut avoir. Après, en termes de méthode, moi, je dirais qu'encore une fois, il y a une question de cohérence épistémique à tenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on considère que l'innovation sociale, c'est avant tout quelque chose qui émerge depuis le bas, bottom-up, qui est porté par des acteurs, qui envisage en fait des transformations démocratiques, alors on ne peut pas faire l'impasse, quand on fait de la recherche dans ces champs, d'avoir des méthodes qui intègrent les personnes qui sont directement concernées, non pas seulement comme des objets d'étude, mais comme des acteurs véritables, y compris dans la posture de recherche. Ce sont ce qu'on appelle, nous, les recherches participatives. Ce sont des modalités de recherche qui n'ont pas encore la légitimité du champ académique vaste, mais qui sont, à mon sens, essentielles. C'est-à-dire comment on permet à plusieurs savoirs de se croiser, donc les savoirs académiques, tout autant que les savoirs expérientiels des acteurs. En fait, il y a une forme d'horizontalité qu'on doit mettre en œuvre, y compris
du moment de la définition de nos objets d'études eux-mêmes sur les innovations. Donc ces méthodes, par exemple, on les expérimente en ce moment. J'ai vu les stands d'ATD Carmont en entrant. L'ECNAM est partenaire avec ATD Carmont et les CNRS d'un projet d'espace collaboratif dans lequel on fait, selon la méthode du croisement des savoirs, c'est-à-dire qu'on a un groupe de chercheurs, un groupe de praticiennes en travail social et un groupe de personnes en situation de grande pauvreté. Et nous travaillons ensemble depuis maintenant 3 ans pour trouver des thématiques, des enjeux, pour essayer de comprendre et lutter contre la pauvreté en partant du présupposé que c'est avec la parole comprise et intégrée de ces 3 savoirs qu'on peut faire avancer les choses. Bien évidemment que ce n'est pas du tout simple et ce n'est pas du tout encore très légitime. Donc après, ça se pose la question des financements. Alors je vais regarder moi aussi vers ceux qui ont les poches profondes, parce que du coup, la légitimation en fait vient aussi du fait que ce type de recherches peuvent être financées, mobilisées, parce que ça mobilise effectivement tout un corpus d'acteurs très très vaste et très difficile à faire bouger ensemble. Merci Elisabetta. Voilà. Il y a un art qui est devenu une science depuis une dizaine d'années, c'est la fameuse mesure d'impact. Comment ça se passe chez AG2R La Mondiale en termes de mesure d'impact? Parce que c'est facile de dire qu'on cherche à faire de l'impact, mais concrètement, il faut pouvoir effectivement avoir des indicateurs. Alors, je pense qu'AG2R La Mondiale est probablement un des plus anciens dans ce secteur. Quelle est ton expérience? En fait, quand on a lancé le fonds d'innovation, on en avait fait un de nos 4 leviers. Donc, quand on proposait à nos partenaires il y a 10 ans de faire partie de l'aventure, il y avait cette règle du jeu à accepter de travailler sur ce sujet. Et il faut être sobre quand même par rapport au travail qu'on a fait. Il y a des thématiques qui s'y prêtent quand même plus facilement que d'autres. Quand on était sur tout ce qui est retour à l'emploi, on voit bien, c'est quand même plus simple de mettre en place des mesures d'impact. Sur les aidants, c'est très qualitatif. Et puis sur la prévention santé, c'est très long avant de pouvoir réellement dire qu'il y a une mesure d'impact qui produit des résultats intéressants. Donc nous on le finance, enfin en tout cas on l'a beaucoup financé, on s'est appuyé sur des experts des cabinets que vous connaissez qui en ont fait leur spécialité, voilà, et qui ont pu aider nos partenaires à mettre en place une méthode de mesure d'impact sur le projet qu'on soutenait. On n'a pas toujours utilisé cette possibilité-là. Parfois, ils étaient suffisamment matures, donc on les a aidés à booster ça chez eux en interne. Et puis, aussi chez nous, en fait, dans les équipes, les différentes personnes qui sont au plus près des relations partenariales sont formés, et c'est un sujet qui a démarré mais qui est toujours en cours et sur lequel il faut aussi se remettre en question. On voit bien que des fois à vouloir calquer par exemple un travail qui aurait été fait pour l'un ne colle vraiment pas à l'autre et qu'il faut se remettre en question et vraiment faire du spécifique. Voilà. Donc on s'est rapproché de la méthode développée par Inco, Mésis, voilà. Donc c'est pas qu'on picore, mais quand même, on va s'inspirer beaucoup de ce qui se fait. On essaie d'adapter pour finalement booster nos partenaires dans ce qui leur conviendra le mieux. Et oui, c'est une chance pour eux. On a des poches de financement pour ça. Et je bouclerai avec ce que j'ai pas pu dire tout à l'heure, mais nous, cette mesure d'impact, elle nous est maintenant presque exigée de la part de nos tutelles, qui veulent savoir finalement ces montants importants, qu'est-ce qu'ils ont fait bouger. Donc il faut mesurer, il faut évaluer, à minimum il faut évaluer, et puis alors si on arrive à avoir des vraies mesures d'impact, c'est mieux encore, parce que alors ça c'est l'argument massu pour derrière déclencher de nouveaux financements. Il n'y a pas à tortiller, ça boucle la boucle. Merci Marielle. Alors, pour accélérer l'innovation, il y a une méthode, tu me diras, Joanie, si c'est un art ou une science, ça s'appelle le design thinking. C'est quoi ce fameux design thinking? Il s'agit de dessiner des objets? Tu veux dire au-delà d'un mot à la mode
Non, c'est assez simple et je me reconnais tout à fait dans ce que disait Elisabetta tout à l'heure. C'est assez simple, c'est un principe de bon sens, c'est d'abord résoudre un problème en fait. Souvent l'innovation dans les entreprises, c'est construire une offre. On veut construire une offre, on veut proposer des solutions, mais là donc l'idée c'est de renverser la logique et de résoudre un problème. Donc encore faut-il déjà bien définir le problème. Et ça tu l'as dit aussi tout à l'heure. Le problème ne peut pas être forcément le même pour toutes les parties prenantes autour d'un même enjeu. Il peut y avoir plusieurs problèmes et plusieurs angles de voir le problème. Et puis la solution peut créer des problèmes aussi à certains. Et j'étais très sensible, la tour est un maître à penser, à cette idée d'inclure non seulement les bénéficiaires, donc les plus vulnérables avec toutes les problématiques que ça peut poser en termes de partager l'information, résoudre les problèmes d'asymétrie d'information, trouver les bons moyens de dialoguer, les bons canaux. Mais il faut aussi accepter d'intégrer l'altérité et donc les gens qui ne manqueront pas de contester la solution qui sera proposée et de la hacker, c'est un mot à la mode, par divers moyens. Donc c'est pour ça qu'au cœur de cette idée de design thinking, elle est labellisée comme ça parce qu'il faut bien appeler les choses par un nom pour les rendre populaires dans l'entreprise. Mais derrière ça, l'idée de Suez, c'était vraiment autour de tous nos projets. Donc que ce soit projet sur un territoire, extension de réseau, changement tarifaire, mais aussi de nouvelles offres ou de nouveaux produits et services qu'on va pouvoir développer, d'identifier d'abord les parties prenantes. De cette cartographie des parties prenantes, elle est au cœur de la démarche. Il faut savoir qu'il y a toujours plus de parties prenantes qu'on imagine. Donc aussi cette cartographie va devoir être challengée par les parties prenantes elles-mêmes. Se sentent-elles parties prenantes? Y en a-t-il d'autres, etc. Donc c'est vraiment pour moi ce qui fonde une innovation saine et c'est là-dessus qu'on a essayé de travailler depuis 10 ans chez Suez pour derrière essayer de dégager une vraie valeur sociale dans l'innovation. Donc comment on essaye de dégager cette valeur sociale? Donc j'ai dit intégrer l'alternité, intégrer donc les plus vulnérables pour toucher vraiment... En fait, ce qu'on dit souvent, c'est écouter le client. Enfin, le client étant en pas sens large, les parties prenantes. Oui, non, mais c'est les parties prenantes. C'est les parties prenantes. Et justement, dans les projets d'eau, le client, c'est quel client? Déjà, est-ce qu'on parle de citoyens, de contribuables, d'usagers? Ne serait-ce que passer par cette définition-là, c'est poser les bases derrière de ce qu'on va construire, de la visée sociale ou non des projets. Et puis c'est partager la valeur créée. Donc on l'a dit tout à l'heure, savoir respecter la volonté d'indépendance d'un entrepreneur, mais aussi la nécessaire sécurité, conformité que va demander un industriel ou une collectivité, et articuler ça en fait déjà par un langage commun et derrière par des mécanismes de gestion des arbitrages, des trade-offs comme disent à l'OCDE avec lesquels je travaille beaucoup, pour gérer ça. Et puis ensuite, on l'a dit aussi, avoir des données, documenter les processus d'innovation tout au long de leur vie, et parfois sur des temps très longs, pour pouvoir éviter les effets pervers et les effets rebonds. C'est l'idée de la pitié dangereuse. On peut avoir une très bonne idée avec une belle intention. Par exemple, limiter la charge de l'eau pour les familles les plus modestes, mettre un seuil d'eau gratuite, par exemple. Mais si vous avez plusieurs familles derrière un même compteur d'eau, le seuil d'eau gratuite ne va pas aider tous ceux qui sont derrière. Donc voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut savoir gérer dans le temps. Merci Joanie. Christophe, il y a un mot valise qui est très à la mode depuis 5 ans, c'est le mot intrapreneuriat. Tu es intrapreneur dans une grande entreprise. Ton expérience d'intrapreneur, c'est quoi? C'est un chemin pavé de roses où tout le monde t'attend et ouvre les portes, hein? Alors, je me rends compte que j'ai fait une grave erreur, parce que quand on a préparé cette table ronde, Emmanuel nous avait proposé un joker. J'aurais dû prendre le joker sur la question de la méthode, parce que à écouter les autres intervenants, j'ai tout faux. On n'est pas parti de la base, nous on est parti d'une volonté, d'une intuition de la direction générale. On n'est pas parti de la définition, on n'est pas parti de la définition d'un besoin. On est parti d'une intuition qu'il y avait une véritable question d'accès à l'électricité, et on ne savait pas très bien comment on allait pouvoir contribuer à résoudre le problème. Et donc en termes de méthode, moi j'ai toujours cru qu'on avait travaillé avec une méthode qui s'appelle le système D,
C'est-à-dire qu'on avance d'abord, on regarde ensuite. Voilà, on n'est pas tout à fait dans tuer-les tous du reconnaîtra les siens, mais il y a quand même un peu de ça dans la démarche. Et puis, voilà, au fur et à mesure qu'on a avancé, et on s'est rendu compte que très vite que pour avancer, il fallait communiquer le plus possible, rencontrer le plus possible de gens. Très concrètement, par exemple, on a eu plusieurs rencontres avec Emmanuel qui nous ont beaucoup aidés à avancer dans le projet. Et au fur et à mesure de l'avancement, au fur et à mesure des rencontres, on a pu faire pousser les idées et commencer à donner corps aux intuitions initiales. Et ça a été, voilà, ça a été assez long et assez compliqué. Mais quand on parle de méthode, moi je dirais il y a eu un environnement favorable, une volonté de la direction générale, un programme de RSE sur lequel on a pu s'appuyer pour avancer et gagner en légitimité en interne. Une vraie question qui était portée un peu par tout le monde que personne ne savait prendre. Et puis on a pris tout ça et avec de la volonté, on a avancé. Voilà. Après, on m'a dit que c'était de l'intrapreneuriat. Je dis, ben, très bien, je suis content d'avoir fait de l'intrapreneuriat. Mais en fait, ce que tu nous racontes, c'est ce que disait un jour Franck Ribou de Danone, c'est la stratégie, c'est ce qu'on raconte après. On avance et puis on prouve le mouvement en marchant, n'est-ce pas? Il y a un peu de ça, ouais. Merci Christophe. Vous connaissez tous évidemment les objectifs du développement durable. Enfin, je ne sais pas qui serait capable de réciter les 17 objectifs du développement durable, mais il y a un objectif qui les résume tous. Oui, oui, tu es volontaire? Je connais tous les numéros. Tu connais tous les numéros, d'accord. Qui connaît l'ODD 17? Ah, bien. Bah, voilà, on va parler de l'ODD 17, c'est-à-dire les partenariats qui en fait les résument tous, hein, qui est au cœur de tout ça. L'ODD 17, donc les partenariats structurants, que peuvent apporter les entreprises sociales aux entreprises classiques et vice-versa. Et comment y arriver ensemble, Marielle? Et quand l'ODD 17 devient aujourd'hui presque connu, pas tant que ça quand même, il y a 10 ans finalement on l'avait intuité, je pense que dans les règles du jeu qu'on s'était données dans notre fonds d'innovation, c'était que nos partenaires soient ouverts, nous-mêmes restions très ouverts, et donc ce mouvement d'alliance, on ne le disait pas encore comme ça, mais voilà, vraiment, c'est comme ça que ça a avancé. Et on a cherché, nous on était en tant que financeur un acteur finalement très légitime et très facilitant pour que nos partenaires trouvent d'autres financeurs. Donc on était dans le co-investissement ou le co-financement et dans les relations que l'on a au quotidien, on a été très facilitateur de ça. J'ai un exemple avec la Fondation Bettencourt-Scholler sur même 2 partenaires avec lesquels on s'est ensemble, en dehors du partenaire, mis d'accord sur ce que l'on pourrait chacun financer de manière à ce que ce soit complémentaire et pour notre partenaire commun. Et on s'est rendu compte, enfin, et on le sait de toute façon, que les structures de l'ESS qui aujourd'hui portent l'innovation sociale, finalement on se retrouve toujours un peu les mêmes autour de la table. Et eux, on les a boostés. Alors ça, c'était notre action, en leur disant, mais ok, vous nous démontrez que vous faites une innovation dans votre domaine d'expertise, mais vous avez regardé les pairs, ou en tout cas les structures autres avec lesquelles vous pourriez finalement aussi aller un cran plus loin, imaginer quelque chose. Donc je pense que dans cette idée de faire partenariat pour un développement durable, on a été dans ce mouvement et on continue, parce qu'aujourd'hui on finance des alliances, parce que pour faire plus d'impact, il y a sûrement à capitaliser sur ce que tous ces très bons acteurs font, et nous-mêmes on s'y retrouve en tant que financeurs, parce que
voilà, il y a des actions communes sur lesquelles on a tout à gagner à être ensemble, et on leur évite aussi parfois de faire des redondances de restitution, de comités de pilotage, etc. Donc il y a ce mouvement qui est enclenché et qui nous va parfaitement bien. Merci. Jean-Baptiste, Habitat Humanisme, a une habitude, une expérience en matière de partenariat structurant. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pour l'innovation, ça signifie quoi? Alors effectivement, on est, comme un certain nombre d'entre nous, on est un peu tombé dedans quand on était petit, sur cette idée de travailler notamment avec les entreprises. Marielle a cité tout à l'heure un exemple qui est pour nous un exemple important, qui est le partenariat qu'on a avec AG2R sur une idée, une préoccupation qui est celle du bien vieillir, que nous partageons ensemble, de différentes manières et avec différentes formes d'intervention. En ce qui nous concerne, c'est le bien vieillir pour des gens à faibles ressources, qui est quand même quelque chose de particulièrement difficile. Et c'est comme ça qu'on a été amené à développer, alors je ne sais pas si c'est parti de la base ou du sommet, peut-être un peu du sommet quand même, parce que Bernard Devers est un homme inventif, notre président, mais l'idée de mélanger les générations pour les faire mieux vivre ensemble, et notamment les personnes âgées, et en particulier les personnes âgées à faibles ressources, et autour de ça, c'est comme ça que nous avons commencé en partenariat avec AG2R, qui, je dirais, là, n'est pas qu'un financement. C'est bien de financer, c'est important, mais en l'occurrence, on a un certain nombre d'intérêts communs sur cette affaire-là, et notamment sur la préoccupation de donner finalement la fin de vie la plus heureuse possible à des gens qui ont peu de ressources. Et c'est comme ça que sont nées des résidences bigénérationnelles puis intergénérationnelles. C'est comme ça qu'on a rejoint quelque chose qui apparaissait par ailleurs, qui était l'idée d'habitat inclusif, qu'on pervertit un tout petit peu parce que l'habitat inclusif est aujourd'hui défini de façon très administrativement limitative, et on va un petit peu au-delà dans l'organisation des choses. Et puis cet exemple-là est très, très, très particulier, très précis, mais au-delà de ça, il est clair que Habitat Humanisme a depuis toujours l'habitude de travailler avec les entreprises, parfois avec un certain nombre de mécanismes qui sont des mécanismes d'entreprise, à travers différents types, alors de financement bien sûr, mais pas que de financement, de partenariat, d'investissement. On évoquait tout à l'heure les investissements dans la foncière d'Habitat Humanisme, mais aussi l'investissement direct d'un certain nombre d'opérateurs de l'immobilier dans des résidences mises à disposition du mouvement, et de mise en œuvre finalement de tous les mécanismes de la finance solidaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui Habitat Humanisme ne tire qu'un tiers de ses ressources des subventions publiques, mais on tire une bonne partie d'un certain nombre de partenariats qui, encore une fois, sont des partenariats financiers, mais aussi des partenariats en nature, mais aussi des partenariats en termes d'action commune. Merci. Christophe, quelle est l'expérience de Schneider en matière de partenariat? Enfin, il y a la France, puis il y a le reste du monde, parce que Schneider, c'est quand même une très grande entreprise dans le monde entier. Alors c'est une vaste question. Moi j'ai deux exemples de partenariats qui sont compliqués. On a un premier partenariat avec les banques de développement. Alors, les banques de développement, on partage le même but, favoriser l'accès à l'électricité. Très bien. On propose aux banques de développement de participer à un fonds d'investissement dédié à l'accès à l'électricité en Afrique. Ils nous disent oui. Et puis ils nous disent, on est super content de travailler avec vous parce que vous êtes Schneider Electric, vous avez une compétence, vous avez une présence sur place, donc ça nous semble être vraiment une bonne idée de travailler avec vous. Et la phrase d'après c'est, mais on ne peut pas travailler avec vous parce que comme vous êtes un acteur privé, une entreprise, il y a la question du conflit d'intérêts. Alors on dit, vous voulez ou vous voulez pas? Et cette question-là, pour moi, je ne la qualifierais pas comme un franc succès, ça se traduit en fait par des sommes astronomiques en frais d'avocat, la création de documents à non plus finir, et des fonctionnements qui sont in fine un peu compliqués. Donc voilà, les partenariats, ils sont absolument nécessaires, parce qu'on a absolument besoin de cet argent pour investir. Et en même temps, il ne faut pas croire non plus que c'est toujours facile. Et typiquement, ça c'est un autre exemple. Un autre exemple de partenariat
qui, lui, c'est un peu mieux fini, mais qui a été aussi un chemin compliqué, c'est le partenariat qu'on a fait avec une structure qui s'appelle Emmaüs Le Relais, donc, qui est bien connue. Alors, on a monté une structure, je suis désolé, qui est non pas concurrente, mais sur un domaine proche de celui d'Habitat Humaniste. C'est une foncière qui achète des maisons qui sont en fait totalement délabrées, les rénove et les met en location dans du parc très social, et en particulier pour les salariés d'Emmaüs Le Relais. Il nous a fallu plusieurs années à faire la danse du ventre les uns autour des autres pour que Emmaüs Le Relais nous fasse confiance et que nous, on soit en capacité de construire avec eux une structure dans laquelle on se sent à l'aise. Donc, c'est super les partenariats, mais c'est absolument indispensable. Mais il ne faut pas rêver, c'est beaucoup de boulot, c'est très compliqué, et il y a énormément d'humains, ce qui en fait le charme et la difficulté. Oui, en résumé, ça n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. Je te reconnais bien là. Merci. On arrive quasiment au terme de cette table ronde, et la question essentielle de cette table ronde, entre l'innovation sociale et l'innovation environnementale, est-ce qu'on peut concilier les deux? Alors, vos avis respectifs, je vais commencer par Joanie. Mais si je disais non, ce serait quand même, bien. Personne n'osera dire non, mais non, comment le faire? Non, mais moi, non seulement je ne vais pas oser dire non, mais je vais affirmer très fortement qu'il faut absolument articuler les dimensions environnementales et sociales, et ces deux dimensions qui ont du mal à se parler. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de sessions sur la finance cette année à Convergence, c'est heureux. On voit beaucoup se développer les green bonds, la taxonomie verte, c'est des instruments qui vont flécher l'investissement de demain vers les zones à plus fort impact. Donc pour l'instant, ça existe dans le domaine environnemental. Il y a des instruments, bien sûr, sociaux qui existent aussi, mais c'est vrai que il va se poser la question de l'opportunité d'une taxonomie sociale. C'est certes, ça va être éventuellement une usine à gaz, mais cette complexité du social, il faut quand même accepter de la regarder, de la discuter et de la croiser aussi avec les instruments qui se développent sur la finance verte pour faire une transition juste. Donc c'est hyper important. Le gros atout des ODD, c'était leur valeur systémique en fait. C'est ce système qui n'est censé oublier aucune des dimensions économiques, sociales et environnementales, ni le nord ni le sud, et c'est cet aller-retour permanent entre ces dimensions qui en font un outil qui n'est pas parfait, mais qui a le mérite d'exister. Et pour la première fois, les acteurs ont un langage commun dans tous les pays et dans tous les horizons professionnels, et ça doit permettre d'articuler ces deux dimensions. Et en plus, le sujet est à l'ordre du jour du gouvernement, parce que Livia Grégoire, encore hier, intervenait et insistait beaucoup sur l'importance de la taxonomie, qui n'est pas un sujet qui excite les foules, mais qui en revanche, c'est le cœur de cœur du réacteur. Oui, et je partage tout à fait le témoignage sur cette banque de développement. Ouais. Et ça va pas faciliter les choses, cette nécessité d'articuler ça, mais c'est nécessaire. Christophe, innovation sociale et environnementale, comment peut-on courir les deux lièvres à la fois? C'est presque là que je pourrais sortir mon joker, parce que nous, chez Schneider, on a beaucoup... Alors, je l'ai pris le premier. Non, chez Schneider, on a beaucoup de chance, parce que notre objectif en tant que fonds d'impact est un objectif qui est d'abord social, parce que c'est un objectif de développement dans la partie accès à l'électricité et d'amélioration de la vie dans la partie de lutte contre la précarité énergétique. Il se trouve que dans les deux cas de figure, la solution passe par de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables, et donc a un impact environnemental positif. Aujourd'hui, en électrification rurale, le solaire est ce qu'il y a de moins cher. Et il se trouve que c'est aussi ce qu'il y a de plus efficace sur le plan écologique. Quand on lutte contre la précarité énergétique, on fait de l'isolation, on fait de l'efficacité active, et donc on diminue les consommations et on a un impact positif sur le climat. Donc nous, voilà, on a vraiment la chance d'être dans un domaine où les deux marchent main dans la main et on n'a pas de problème de contradiction. Merci. Jean-Baptiste, pour toi, il y a des contradictions ou bien on va tous ensemble, on rame dans la même direction? Alors effectivement, je pense qu'on est quand même confronté à une tension
on va dire, effectivement, entre les deux types d'objectifs, voire un certain nombre de contradictions. Il y a un truc triste dans la vie, c'est que tout ce qui est vertueux n'est pas nécessairement compatible. Typiquement, pour ne parler que de la question énergétique et peut-être prolonger, mais peut-être un petit peu modérer ton propos, ou en tout cas aller dans une direction un peu différente, on a tous envie de faire des logements à très haute efficacité énergétique, on en fait un certain nombre. Ils n'ont qu'un seul défaut, ces logements, c'est qu'ils coûtent cher. Et que lorsqu'on veut s'adresser à des populations dont les capacités à payer des loyers sont faibles, eh bien, on est pris là pour le coup. On est pris déjà d'ailleurs en appliquant la réglementation, parce que la réglementation telle qu'elle évolue aujourd'hui dans le domaine environnemental, la réglementation du logement, je veux dire, a tendance à faire grimper les coûts, et ça tous les promoteurs sociaux le savent. On est pris vraiment au trip par ce truc-là, de dire déjà comment on fait pour respecter la réglementation tout en maîtrisant nos coûts. Et comment on fait éventuellement pour aller au-delà et pour non seulement respecter la réglementation, mais aller vers des bâtiments à haute performance, voire des bâtiments énergétiquement positifs, tout en ayant un coût compatible avec les moyens des gens qu'on loge. Et ça, c'est une vraie difficulté, c'est une vraie tension. On a un certain nombre d'exemples dans le mouvement de résidences qui sont superbes et dont on est très fiers, mais qui financièrement nous posent des problèmes. On a du mal à trouver l'équilibre économique de ce type de choses, même en mobilisant un ensemble de financements. De la même façon, lorsque on travaille avec des populations à très faibles ressources, aller évoquer la question de la sobriété énergétique avec des gens dont le problème est d'arriver à se chauffer, est aussi quelque chose qui peut être difficile à gérer, difficile à vivre. De la même façon, parmi les façons de travailler d'Habitat Humanisme, il y a le fait de mobiliser des propriétaires solidaires, dont ce sont des gens qui nous apportent leur maison, leur appartement, pour qu'ils soient loués à des tarifs évidemment dits solidaires, c'est-à-dire pas très élevés. Sauf que lorsque les appartements ou les maisons en question sont des passoires énergétiques, il arrive, c'est un peu un crève-cœur qu'on dise non, c'est pas possible, parce que ce que vous nous proposez, ça sera pas possible en termes de qualité énergétique. On n'a pas le droit finalement d'exploiter des logements de cette nature-là. Ou bien il arrive qu'on dise oui, mais il faudrait effectivement faire un certain nombre de choses, de travaux, etc., pour que ces appartements, ces logements soient énergétiquement vivables. Donc effectivement, on a cette tension qu'on vit dans le domaine énergétique. On pourrait en parler dans d'autres domaines sur les questions de l'eau, etc. Mais on la vit, et on la vit vraiment, on la vit au quotidien. Alors, comment sortir de tout ça et comment effectivement rendre compatible ce qui est vertueux? C'est là que, pour le coup, l'innovation sert à quelque chose. Par exemple, l'innovation technique, bien sûr, trouver des méthodes économiques pour isoler énergétiquement des bâtiments, bien sûr, on peut travailler là-dessus, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des modalités d'organisation. J'apprenais il y a quelques jours qu'un certain nombre d'associations d'habitat et humanisme se sont organisées et ont obtenu des agréments pour ça, pour pouvoir piloter les travaux de réhabilitation énergétique pour le compte des propriétaires solidaires. C'est-à-dire que des propriétaires qui veulent investir mais qui ne savent pas forcément comment s'y prendre, eh bien les associations peuvent les accompagner, y compris dans le suivi des travaux. Voilà le type de petites choses qui vont dans le bon sens et qui peuvent permettre d'avoir une dynamique un petit peu positive qui va permettre d'arriver effectivement à concilier tout ça pour avoir des logements qui soient à la fois performants énergétiquement et en même temps accessibles aux populations à faibles ressources. Voilà, donc c'est ça le sujet, c'est d'arriver à faire sobre et pas cher. Merci. Elisabetta, avec l'œil du sociologue, comment tu vois ça? Et en particulier du point de vue de la justice. Moi, je pense que déjà, il faut regarder, pour répondre à cette question, il faut regarder les contextes, les contextes de crise climatique dans lesquels on est. Ce sont certes les rapports du GIEC et autres qui nous le disent, mais c'est la réalité, l'actualité de ces jours qui nous le montre. Et en parallèle de ça, l'ONU nous dit que la pandémie va amener 40 à 60 millions de nouvelles personnes dans des situations de pauvreté, ce qui est absolument énorme et qui montre qu'il est aujourd'hui impossible qu'il y a une convergence certaine entre vulnérabilité sociale et vulnérabilité environnementale. Donc on ne peut pas traiter ces questions de façon séparée et que si on veut une transformation profonde du système et systémique, du système économique et autres, il faut aussi que les pouvoirs publics, y compris la société civile, par sa capacité d'innover,
prennent en compte cette articulation entre innovation sociale et innovation environnementale. La question peut se poser aussi en termes de justice environnementale, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui lutter en fait contre l'inégale exposition de populations aux risques environnementaux, aux pollutions, aux déchets, aux inondations. On sait bien qu'il y a certaines populations, les plus vulnérables, qui non seulement subissent des situations précaires, mais à ces situations précaires se greffent aussi des questions subissent les dégâts environnementaux de façon plus percutante. Et ce sont aussi ces populations qui sont les plus souvent exclues en fait des politiques publiques environnementales, qui sont souvent orientées vers les classes moyennes supérieures et qui ne prennent pas en compte toutes les questions, par exemple, qui viennent d'être évoquées à l'instant. Donc en fait, il y a des territoires et des populations qui sont davantage impactées par les risques environnementaux, qui en plus vivent des formes de ségrégation spatiale et sociale, et il est clair que cela va créer un différentiel de développement social entre groupes sociaux qui est absolument inacceptable. Tout n'est pas absolument perdu, c'est-à-dire qu'on voit, pas mal d'initiatives citoyennes qui naissent sous ces doubles registres de à la fois s'occuper des questions qui relèvent des conditions de vie, par exemple précaires des personnes, tout en ayant une attention aussi à la question des dégradations environnementales. On pense par exemple aux villes en transition, à toutes les associations qui travaillent dans les circuits courts, dans les questions, sur les questions énergétiques, sur les questions de solidarité alimentaire, qui sont en fait des initiatives qui prennent en compte de façon conjointe ces deux questions, sociales et environnementales, et qui en plus ont la valeur ajoutée d'intégrer différemment les populations dans ces innovations, populations qui, comme on l'a dit, étaient injustement exclus de la dimension de construction des projets qui les concernent et de participation, y compris à l'expression de leurs besoins propres sur ces questions. Merci Elisabetta. Alors on va passer à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire les questions du public. Je dois dire que je dois féliciter nos intervenants parce que nous sommes en avance de 2 minutes sur l'horaire que nous avions prévu. Donc nous avons encore une vingtaine de minutes où nous allons pouvoir prendre quelques questions. Alors il y a 2 micros qui sont dans la salle. Voilà, donc Marie-Clotilde et Hugo, tu as un micro ou tu peux, ou quelqu'un qui, voilà, un gilet rose qui peut faire circuler. Voilà, on a des gilets roses qui sont là. Merci. Donc peut-être le gilet rose dans le fond de la salle et Elisabetta dans le début de la salle. Il y a une première question ici. Essayez de formuler votre question de manière assez concise pour qu'on puisse prendre un maximum de questions. Merci. Et en vous présentant. Bonjour, Louis Bazir, BNP Paribas. Quand on conduite de projet, on voit la taille des projets, et vous nous dites 7-8 ans. Quand on est dans le secteur privé, ça paraît extrêmement long. Bon. Et la question c'est, est-ce que c'est parce que l'innovation est telle qu'il faut qu'elle soit digérée par le corps social, qu'elle bouge, ou est-ce que c'est lié aussi au fait que les mécanismes de décision dans le monde associatif qui sont basés sur le consensus et pas nécessairement le pouvoir freinent terriblement le process? Et ma question suivante, c'est est-ce qu'il y a moyen d'aller plus vite? Et la question suivante, c'est peut-on répondre en 3 minutes à cette question très vaste? Qui se lance? Oui, Marielle. C'est vrai que c'est un constat que l'on a fait. C'était pas notre volonté que ça s'étale autant, et il est, en tout cas pour AG2R La Mondiale, on remet pas en question les processus de décision dans les structures. Ce temps long, il s'inscrit plutôt dans le fait qu'il y a des freins au développement du projet ou des changements qui étaient prévus par la structure, pour lesquels il est très difficile d'évaluer finalement tout ce que ça va bouger. Voilà, donc il y a une évaluation théorique
un peu classique quand on fait un prévisionnel qui rencontre la réalité du terrain. Mais de mon point de vue, en tout cas, j'ai très peu d'exemples où c'est parce qu'il y a eu une crise de gouvernance qui a tout remis en question et qui a du coup ralenti forcément le train dans lequel le changement s'inscrivait. Sur les projets d'habitat, par exemple, là où on avait préidentifié des régions avec déjà des locaux bien précis sur lesquels le projet pouvait se développer, il nous est arrivé quasiment sur les 5 premiers, il y en a eu 4 où finalement il y a eu tout un tas de soucis de réglementation par rapport à la réhabilitation des habitats qui ont obligé le partenaire à changer en fait les lieux et repartir à zéro sur des projets complexes en fait. Voilà. Je crois que c'est bien d'être ambitieux et de se dire on va le faire en 3 ans, etc. parce que ça booste. Puis finalement il y a quand même quelque chose qui nous dit bon mais il faudra quand même s'adapter. Ça dure plus longtemps. Si je peux faire un peu de provoque, la question, on revient à se poser la question si on peut demander à 9 femmes de faire un enfant en 1 mois. Il y avait une autre question ici. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour, Médéric Jacotin. Moi, j'ai créé et dirigé le pôle innovation à Emmaüs France jusqu'à récemment. Et j'ai une question de praticien. J'aimerais bien savoir comment vous vous positionnez sur le fait... Voilà, moi ça fait 15 ans que je fais ça et on a parlé du rapport du GIEC, etc., de se rendre compte que de bouger, de faire évoluer les choses comme on le fait tous, c'est très bien, mais on se rend compte que c'est pas suffisant, ce sera pas suffisant et on fera ça, on va faire évoluer le monde, ce sera bien, il sera un peu plus solidaire, mais il s'effondre dans 10 ans. Donc comment vous vivez et donc il y a une nécessité de plus de radicalité dans le changement, de faire des changements beaucoup plus massifs et structurel, systémique. Et voilà, je serais intéressé de savoir comment vous vivez ça, même à titre personnel, de dire c'est bien, on fait bouger les choses, mais en fait, voilà, il faut en gros faire la révolution pour changer le monde. Et y a pas de... Donc je serais intéressé de voir comment vous le vivez, parce que c'est une question que je me pose souvent et à laquelle je n'ai pas de réponse. C'est la question du grand soir dans la perspective effectivement du changement climatique. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette immense question ? Peut-être apporter un témoignage, parce que je suis animatrice en ce moment au sein de l'entreprise de Suez, mal visiblement, de la fresque du climat qu'on a étendue au sujet d'environnement et de ressources naturelles. Donc l'objectif, c'est que tous les collaborateurs de Suez partout dans le monde participent à une fresque de l'environnement. Et le problème, c'est que les gens sont déjà assez sensibilisés au début, et à la fin, il y a quand même ce sentiment d'être hyper déprimé, quoi. Et on travaille beaucoup là en ce moment. Au début, on se disait le plus difficile, ça va être de mettre en œuvre et de faire participer tout le monde. En fait, non, le plus difficile, c'est de faire en sorte que les gens ne soient pas déprimés en sortant. Mais vous pensez que c'est un problème de riches, mais pas du tout. Et donc, du coup, c'est d'insister sur la fierté du métier et sur le fait que, justement, on est chez Suez plutôt au bon endroit. Malgré tout, oui, on pourrait avoir envie d'aller plus vite, et on se lève il y a des matins, on se lève, on dit on a fait 3 pas en arrière et puis il faut qu'on en repasse 4 en avant. Donc c'est compliqué, mais bon, quoi. Voilà, il faut se soutenir les uns les autres. Moi, j'ai plutôt une réponse systémique, c'est-à-dire qu'on se rend compte quand même que les politiques publiques environnementales des derniers temps ont mis l'accent sur l'individu et sa responsabilité individuelle. Elles nous invitent, nous, classe moyenne supérieure, à mettre en acte les gestes écologiques, à s'impliquer pour pas prendre d'avion, et toute une série de dispositifs d'éco-gestes qui sont répertoriés par l'ADEME et qu'on nous transmet à longueur des journées. Ce qui amène en fait bien sûr à des évolutions des comportements individuels culpabilisants souvent, y compris envers les populations les plus précaires, parce que la question énergétique, ça peut être aussi culpabilisant. Est-ce que tu manges bien, tu consommes plus et mal, voilà. Et tout ça a mené à une forme de dépolitisation de ces questions,
dépolitisation au sens où toute la dimension plus critique pour voir aussi à quel endroit se situent de façon plus générale les responsabilités, par exemple, d'un système, d'un mode de production qui n'est plus viable et qui continue quand même d'être mis en avant, avec un système de croissance qui est considéré toujours comme la voie à suivre. On voit bien qu'il est impossible dans ce cas-là de ne pas sortir de ce type d'initiative frustrée. Moi, je travaille sur les trajectoires individuelles d'engagement environnemental de certaines populations, et notamment les militants, les personnes les plus engagées individuellement, moi j'ai connu une personne, elle a fait toute la liste de toutes les choses qu'elle devait changer dans son quotidien. Ça devient extrêmement lourd à porter au quotidien, y compris parce que ça crée des ruptures dans son entourage professionnel, dans son entourage familial et de voisinage, parce qu'on a toujours les rôles de celui-là qui pose les questions, qui dérange, qui met... voilà. Et finalement, il y a des processus aussi d'invisibilisation de ces pratiques par les personnes, y compris celles plus engagées, qui se sentent quelque part pas complètement comprises et dans l'impossibilité de tout mener face à cette chose immense devant eux. Et donc, en fait, on voit bien que tant qu'on ne repolitisera pas de façon convenable ces questions pour les aborder de manière plus systémique, encore une fois, en termes de choix économiques et vers quoi on doit aller, je pense que ces types de frustrations et de contradictions resteront inhérents à la façon dont on va évoluer ces prochaines années. Oui, Jean-Baptiste. Oui. Oui, moi je prolongerai volontiers le propos de ma voisine pour raisonner aussi système. Nous sommes, nous, associations, des petits acteurs. Même les grosses associations sont quand même des petits acteurs par rapport à l'échelle du système. Alors déjà, il y a un truc que je déteste, c'est la parabole du colibri. C'est oui, je suis petit, mais j'ai fait ma part. J'ai toujours détesté ce truc-là, parce que je pense que c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est pas de dire je fais mon boulot, c'est de dire comment, petit acteur, mais pris dans un grand système, je peux trouver la dynamique qui va en entraîner d'autres ou donner exemple à d'autres. Et moi, je suis convaincu qu'en raisonnant effectivement à l'échelle du système avec les associations qui sont en principe un peu à la pointe d'un certain nombre de choses, qui sont aussi libérées d'un certain nombre de contraintes qui peuvent être celles de l'action publique, eh bien, on peut effectivement, travaillant avec les entreprises, on vient d'en parler, travaillant avec le service public aussi, faire évoluer l'ensemble du système ou semer un certain nombre de petites graines qui vont germer. Et moi, je suis très convaincu que notre rôle à nous, associations, c'est bien de combler un certain nombre d'interstices dans ce que peut être l'action publique, l'action des entreprises, donner l'exemple sur 2-3 trucs, accompagner, pousser, tirer, pour que, effectivement, l'ensemble du système, tout doucement, puisse se mettre un petit peu en branle. Et moi, je suis beaucoup plus convaincu d'une vision comme ça que par le grand soir qui va consister à aller mettre une bombe quelque part en espérant que ça va tout changer. En fait, on peut résumer en reprenant la phrase de Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Be the change you want to see in the world. Il y avait une question juste devant moi. Bonjour, je suis Cyril Chrétien. Je vais enlever mon vase parce que sinon ça va... voilà, désolé. Je suis Cyril Chrétien. Je suis à la fois... Je travaille dans un institut de neurocognitiviste qui fait des sciences... des neurosciences avec les sciences du comportement. Et je suis un vieux, ça se voit, militant de l'économie sociale et solidaire. En tant qu'économie sociale et solidaire, je vais juste rebondir sur la question d'avant, mais très rapide. C'est pas ma question. C'est... On ne peut pas changer le monde si on ne repense pas effectivement les modèles de l'économie sociale, c'est le partage du pouvoir et le partage de la valeur ajoutée. Il y a une vraie grosse question sur laquelle on n'a pas tous la maîtrise ici, mais je pense qu'en gros on ne peut pas repenser le modèle si on ne repense pas le partage du pouvoir, le partage de la valeur ajoutée. Fin de mon commentaire là-dessus, mais je pense que c'est renvoyé. Par contre, on peut avoir des effets d'entraînement et les sciences comportementales sont extrêmement importantes là-dessus. Et c'était ma question par rapport à ça. Il y a des conflits quand on veut faire l'innovation, c'est ce que vous avez dit. Il y a des partenariats, il y a des cultures communes, il y a des parties prenantes différentes. Et est-ce qu'il n'y a pas, à mettre d'un point de vue méthodologique, effectivement, cette question des sciences comportementales à l'intérieur, aussi bien autour des enjeux du climat, donc il y a des gens qui s'en occupent, comme le GIECO de Jacques Fradin, qui veut faire en sorte qu'on ait un mémorandum assez fort des comportements pour agir pour le climat. Ça, c'est un premier élément. Mais je pense qu'en gros, dans tous les projets d'innovation que vous dites, où est cette dimension, finalement, de formation
au mode de comportement pour pouvoir aboutir, et ça va au-delà de cette formation au management, de la relation, de l'intelligence relationnelle. On est vraiment sur comment je promeux de l'intelligence adaptative quand je sais que je vais y être confronté, et c'est autant une question pour les formateurs que pour les porteurs de projets. Merci Cyril. Est-ce que sur les sciences comportementales, des réflexions vers l'action? Oui. Une manière de répondre, c'est que nous, dans les processus justement de design thinking dont je parlais, on utilise beaucoup la méthode de jeu de rôle, la mise en situation, les méthodes de chapeau, etc., pour que aussi décentrer le regard et mettre en lumière en fait les dynamiques de relations et de comportements en fait qui se développent entre les acteurs. Je suis une grande fan de Michel Crozier, l'acteur système, parce que oui, moi je dis toujours que le métier d'appui en impact social, c'est d'abord d'apprendre le savoir-vivre en fait aux gens. Moi j'apprends le savoir-vivre, j'apprends à dire bonjour, à écouter la dame, à dire parce que c'est la première manière d'aller vers l'autre. Et donc de la même façon, oui, je pense que la question des sciences comportementales, surtout quand on vient sur les questions de transition environnementale, c'est au centre. Mais c'est au centre dans la méthode ou pas? C'est très souvent le hard, j'ai pas mal passé de hard, mais le soft c'est aussi important, surtout quand on veut conclure. Bien sûr. Merci. Oui, non, moi je ne peux pas parler de sciences comportementales, mais tout ce que je peux dire, c'est que quand on recrute des gens qui ont suffisamment de... Alors je ne sais pas, je vais peut-être pas employer le bon mot, mais suffisamment d'empathie pour être capable de bien comprendre la position de l'interlocuteur et d'arriver ensemble à trouver la conclusion. Mais ça, je ne connais pas de formation, moi. Il y a une question là-bas, le monsieur en bleu. Oui, bonjour. Je ne voudrais pas qu'on reste sur une mauvaise interprétation de l'image du colibri. Il y a un débat. J'ai beaucoup aimé l'interprétation. Effectivement, il y a des gens qui n'ont rien compris au colibri. Ils pensent que le colibri il va alimenter une petite goutte d'eau sur le brasier et puis après il dit moi j'ai fait ma part, je m'en fous. C'est pas vraiment ça le colibri, parce que le colibri, son objectif c'est que l'éléphant et le tatou, ils aillent aussi arroser l'incendie d'une part, et deuxièmement il va jusqu'au bout le colibri. C'est-à-dire il dit pas à la fin je rentre chez moi après avoir arrosé mes 3 petites gouttes d'eau, il continue à faire des allers-retours et il finit par se griller. Voilà, c'est ça ce que dit Pierre Rabhi. Et derrière, je rejoins l'interrogation du représentant d'Emmaüs sur le fait qu'il y a une vraie préoccupation, une vraie inquiétude sur la politique des petits pas. On peut se dire à certains moments et à certaines époques, quand on fait des petits pas, ça va préparer l'avenir. Si quelqu'un y croit encore aujourd'hui, je me suis trompé de salle. Parce qu'en matière environnementale, on sait que la politique des petits pas, c'est trop tard, c'est fini. Et on sait que donc les petits pas qu'on fait aujourd'hui, ils sont utiles non pas pour préparer le changement, mais pour se préparer à la rupture. Mais ce n'est pas les petits pas qui vont changer ni le système économique, ni le système de répartition de pouvoir. Donc aujourd'hui, cette inquiétude-là, elle devrait nous pousser encore plus à nous mobiliser pour changer les choses radicalement avant que ce changement radical ne nous soit imposé. Et si quelqu'un a des doutes sur l'impact entre changement environnemental et changement social, il faut se rappeler qu'on parle de migration ou qu'on parle effectivement d'impact social, les gilets jaunes, c'est juste une petite partie de l'iceberg, c'est peut-être anecdotique, ça ne nous bouscule peut-être pas dans nos beaux quartiers, mais ça veut dire qu'en deçà, il se passe quelque chose, et la partie invisible de l'iceberg, ce n'est pas seulement une image environnementale, c'est aussi une image sociale. Des réactions? Le colibri? Pas sur le colibri, mais je suis d'accord avec vous. En revanche, si j'ai laissé l'impression de défendre la politique des petits pas, je me suis très très mal exprimé. Mais parce que je pense que, y compris sur des transformations très profondes et qui devraient effectivement être rapides, le fait qu'un certain nombre de gens puissent dessiner des chemins sans être capable de forcément d'emmener tout le monde directement est quelque chose d'important. Et que pour mettre en route un système qui est gros, surtout si on veut le mettre en route rapidement, eh bien, il est important qu'il y ait justement des petites choses, mais des petites choses qui peuvent être radicales et qui peuvent être effectivement décisives. C'est pas juste dessiner des petits pas, c'est pas juste
faire de l'incrémental ou faire de l'innovation incrémentale, c'est bien proposer des innovations de rupture, mais les proposer d'abord à petite échelle pour pouvoir ensuite les mener à grande échelle. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que les petits pas. Il y avait une question, oui, là-bas. Peut-être, juste pour compléter la question du petit pas, je pense que tous autour de la table, on est bien conscient qu'on agit à des niveaux qui sont microscopiques. La vraie problématique à laquelle on fait face, c'est le passage à l'échelle. Si je prends la question de l'accès à l'électricité, alors, ça se passe plutôt mieux que prévu, parce qu'il y a 10 ans, on disait il y a 1,2 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Dans 10 ans, il y en aura encore 1,2 milliard parce que ça va moins vite que la croissance de la population. En fait, on n'est plus que à 800 millions. Mais il y a 800 millions de personnes. Donc, la vraie question du passage à l'échelle, aujourd'hui, oui, c'est ça qui nous empêche de dormir. Moi, je voulais juste réagir un tout petit peu sur justement le pouvoir d'enfermement de ces petits gestes, de ces petits actes. Et je voudrais... Enfin, moi, je travaille sur la sensibilisation par l'immersion dans mes projets. Et je trouve qu'un des facteurs les plus motivants, les plus merveilleux, c'est d'offrir de la liberté aux gens et de l'espace. Et que toute cette sensibilisation à l'environnement, moi je trouve qu'elle a tendance à se renfermer. Vous parliez de culpabilisation, de désarroi. Et je trouve qu'il faut qu'on soit hyper vigilant parce qu'effectivement, je pense que le problème, il n'est pas au niveau quotidien. Bien sûr, c'est super d'agir à son niveau, mais je crois qu'il y a... Enfin, moi je vous rejoins en parlant de messages politiques derrière. Il faut ouvrir les yeux. Je pense qu'il faut vraiment ouvrir les yeux. Et pour ouvrir les yeux, il faut avoir un espace de liberté. Et moi, je suis pour la liberté. Merci pour cette remarque. Y a-t-il une réaction? Oui. Juste pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, une des grosses vertus quand même de l'exercice de la fresque du climat dans une entreprise, c'est de pouvoir mélanger dans un même groupe des jeunes alternants, par exemple, avec des grands chefs, et où du coup, dans la confrontation entre les deux, c'est pas l'injonction qui compte, c'est le partage et le fait que sortant de là, c'est pas tellement dans les pratiques quotidiennes du grand chef que ça va être, enfin, s'il traite mieux ses déchets, c'est important toujours, mais c'est surtout dans la manière derrière dont il va pouvoir exercer son pouvoir conscient des enjeux environnementaux et donc de passer à l'échelle systémique aussi. En tout cas, pour nous, la fresque de l'environnement au sein de l'entreprise, c'était moins pour faire changer les pratiques quotidiennes de nos collaborateurs, encore que c'est éventuellement important, mais plutôt pour que derrière l'entreprise et ensemble une force plus forte d'un point de vue systémique. Merci. Y a-t-il encore d'autres réactions, réflexions? Oui. Oui, bonjour, Joël Pelletier. Donc moi, je suis élu du département de la Vienne. J'ai aussi une activité professionnelle. Et la question était plutôt sur les acteurs entreprises et encore peut-être associatifs sur ces démarches RSE. Ça fait une dizaine d'années que vous êtes engagés. Est-ce que vous avez utilisé des systèmes comme les évaluations ISO 26000? Parce que c'est vrai que vous avez engagé ces actions-là. Est-ce que c'était seulement une volonté de la direction ou vous êtes appuyé sur des référentiels internationaux de ce style pour appuyer votre démarche? Et puis, dernière question, si c'est le cas, est-ce que vous pensez, si vous deviez le refaire, que vous feriez la même chose ou que ce style de démarche n'est pas forcément la plus efficace? En 3 minutes avant de conclure, les représentants des entreprises, ISO 26000, et si c'était à refaire? Non, mais c'est un bon cadre de pensée, notamment, moi je l'ai dit, hein, la question des parties prenantes, elle est centrale, et dans l'ISO 26000, elle est bien centrale, c'est déjà une bonne vertu. Après, voilà, c'est un langage éventuellement commun, mais l'ISO 26000, c'est la seule, enfin c'est une des ISO où il n'y a pas de certification. Alors en entreprise, on aime bien les certifications. Donc du coup, on va davantage. Enfin, c'est vrai que la tendance, ça va aussi d'aller plutôt vers des choses plus localisées, de labels plus engageantes, plus certifiantes, avec des moments où on va évaluer les pratiques. L'ISO 26000, c'est plus un cadre conceptuel, j'allais dire, qu'un outil très opérant pour s'assurer de l'impact à long terme. Voilà, après, d'autres commentaires? Moi, je voudrais dire un mot. Pour une association comme la nôtre, la question de la responsabilité sociétale est quelque chose d'un petit peu compliqué. Parce que on a vite fait de dire c'est notre objet même. Et donc, dans notre objet même, il est sociétal.
Et donc la responsabilité sociétale, on n'a pas besoin de se poser la question puisqu'on est dedans et c'est notre objet. Sauf que quand on creuse un petit peu, on se dit oui, mais quand même, malgré tout, il y a un certain nombre d'autres choses. Et effectivement, vous évoquiez la norme ISO 26000, ça c'est des questions qu'on se pose, effectivement. On n'est pas rentré là-dedans encore, mais on commence tout doucement, notamment à travers les questions de transition écologique au sens large, à se poser un certain nombre de questions de référentiel, et notamment celui-là, qu'on ne veut pas mettre en avant trop fort et trop vite, parce que ça fait peur aussi. Déjà, vous voyez, ISO quelque part, ça fait peur à beaucoup de gens. Parce que d'abord personne ne sait quel est le numéro derrière. Alors effectivement déjà quand on dit que la norme, ISO 26000 effectivement ne repose pas, enfin, n'entraîne pas une certification, ça rassure, ça inquiète en entreprise, ça rassure dans d'autres contextes. Mais malgré tout, c'est le genre de choses qu'il faut qu'on introduise progressivement, effectivement. L'idée qu'on a bien, au-delà de notre responsabilité précise sur notre objet qui est lui-même sociétal, on a bien une responsabilité globale qui est la responsabilité sociétale et environnementale. Merci. On me fait signe qu'il est temps de conclure et de toute façon, je sais qu'il est 13h et que vous avez tous très faim. Donc il me reste à remercier d'abord les gens qui ont travaillé dans l'ombre pour faire cette table ronde, en particulier les techniciens qui sont dans le fond de la salle, les gilets roses, Marie-Clotilde qui, avec moi et Jean-Baptiste, ont monté cette table ronde, Mia qui a fait le petit film, et puis nos formidables intervenants qui ont réussi à non seulement à garder le temps de parole, mais aussi à répondre de manière tout à fait vivante à partir de leur expérience sur comment changer le monde ensemble. Merci beaucoup et bonne